C'est fait. Nous sommes le 19 janvier 2025. Aujourd'hui, officiellement, j'ai le droit de faire de la politique, de voter, d'ouvrir un compte bancaire en Algérie, de faire des papiers administratifs et de circuler librement dans mon pays. Un pays que j'ai choisi, car, vous le savez, je suis né en France, le 9 janvier 1972. J'ai vécu 40 années en France et suite à une promesse que j'avais faite à mon défunt papa Rabbi Rahmo, 6 mois avant son décès, j'ai décidé de m'engager pleinement à partir de 2013 dans la vie politique algérienne pour essayer de contribuer avec d'autres à l'émergence d'une démocratie et d'un état de droit. Pour ceux qui ont lu mon dernier livre, Mon combat contre la dictature algérienne, à la page 29, voilà ce que j'avais écrit au président de la République française de l'époque, M. François Hollande, lorsque j'avais demandé la déchéance de ma nationalité française. C'était le 14 juillet 2013. C'est quelques phrases. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais fait vivre mon autre nationalité, celle de mes parents algériens. J'ai décidé aujourd'hui de m'y atteler. Je ne dis pas que le soleil est plus clément à Tamanrasset qu'à Dunkerque. Je pense juste que les défis sont plus grands et l'espérance plus douce. Pour honorer Albert Camus, comme vous le savez, il est né en Algérie, entre ma patrie et ma mère, j'ai choisi ma mère, car au bout de 41 ans, la France a réussi l'exploit de faire de moi, 3 petits points, un étranger. Voilà ce que j'écrivais au président français de l'époque, François Hollande, pour justifier la déchéance de ma nationalité française que j'ai obtenue le 22 août 2013, et c'est ce qui m'a permis ensuite de me déclarer candidat à la candidature pour la présidence de la République algérienne pour les élections d'avril 2014. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de commencer cette vidéo avec ces phrases qui étaient parties de la lettre adressée au président Hollande pour demander l'abandon de ma nationalité française? C'est pour vous expliquer ma démarche. Si j'ai décidé de m'engager dans la vie politique algérienne, c'est pour honorer une promesse que j'avais faite à mon défunt père, Rabbi Rahmo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je savais que la situation était extrêmement difficile en Algérie. Je savais qu'on n'allait pas me dresser un tapis rouge. Je savais que la situation était complexe. J'ignorais parfaitement le jeu politique, les tenants, les aboutissants des enjeux de pouvoir en Algérie, mais j'avais décidé de tenter cette expérience, et cette expérience, je l'ai tentée en toute connaissance de cause. Cela signifie que j'étais prêt à tous les sacrifices. Je dis bien tous les sacrifices. Sacrifices personnels, familial, financier, en termes de liberté, en termes de risque, à la fois pour ma vie et pour mon confort matériel. Bref, j'étais prêt à tout et je suis toujours prêt à tout. À l'époque, en 2013, je vous avais dit que je m'engage en Algérie pour une période de 20 ans. Nous en sommes aujourd'hui à la 12e année. Vous le savez que j'ai été incarcéré dans 4 prisons algériennes, dans une prison française entre 2019 et 2024. Et à chaque fois, je suis resté constant dans mes principes, dans ma façon d'opérer et dans les valeurs qui m'animent. Car
plus que toute autre chose, je crois à la dignité à la fois de l'individu en tant que citoyen algérien et à la dignité du peuple algérien. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui me distingue des autres acteurs politiques dans notre pays. Je ne suis pas dans une logique de vengeance, car contrairement aux autres, j'ai eu déjà mon heure de gloire. Dès 2000, j'avais à peine 28 ans. J'écrivais un livre avec les 7 chefs d'État les plus importants du monde. Le président américain Bill Clinton, le président français Jacques Chirac, le chancelier allemand Gerhard Schröder, le premier ministre canadien Jean Chrétien, le premier ministre japonais Keizo Obuchi, le premier ministre italien Massimo D'Alema et le septième, le premier ministre britannique Tony Blair. Je les ai tous rencontrés. Avec toutes ces personnalités, j'ai eu un entretien avec eux. J'ai pu connaître leurs motivations, leurs projets, leurs points forts, leurs faiblesses. Bref, lors du sommet du G7 le 18 juin 1999 à Cologne en Allemagne, j'ai été reçu avec mon acolyte de l'époque et ainsi la dose de reconnaissance qui est légitime pour chaque individu, je l'ai eue à ce moment-là. Et vous le savez aussi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de créer des entreprises, de bien les revendre. Ainsi, j'avais une assise financière qui me permettait d'aborder mon expérience et mon aventure politique algérienne sur des bases solides. Évidemment, ce rendez-vous avec le peuple algérien, avec la classe politique algérienne, était délicat, car pour eux, j'étais aussi un étranger. Combien de mails n'avais-je pas reçus à l'époque d'hommes, de femmes me disant « Mais Rachid, mais qui es-tu? Pourquoi tout d'un coup tu viens nous embêter? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est le Mossad? Est-ce que c'est la DGSE? Est-ce que c'est la CIA? Est-ce que c'est le KGB ?» Bref, toutes ces questions étaient légitimes et j'ai essayé d'y répondre de la façon la plus transparente possible et j'ai répondu vraiment du fond du cœur à toutes les questions qui m'avaient été posées à l'époque. J'ai réussi à en convaincre un certain nombre et je tiens à les remercier pour leur confiance. Il suffit de voir toutes les vidéos qui ont été diffusées entre 2014 et 2019 où j'ai été accueilli par des milliers de jeunes Algériens à travers les 48 wilayas du pays. Vous avez vu que j'ai marché 3124 km à pied à travers les montagnes, les plaines, les déserts algériens et à chaque fois, j'ai été accueilli comme un véritable Algérien épris de justice et amoureux de mon pays et de ce peuple pour lequel j'ai décidé de sacrifier tout ce que j'avais de plus précieux. Encore une fois, personne ne m'a demandé de me sacrifier, sauf mon père. Et mon père, je reviens à lui, le Hajj al-Arbi, avait combattu le colonialisme français. Il avait participé avec mon oncle Khalid Jilali Ben Chebou, à rassembler l'argent nécessaire parmi la diaspora algérienne en France entre 54 et 62 pour que nos moudjahidines puissent avoir des armes et ainsi combattre d'égal à égal le colonialisme français. Donc c'est uniquement mon père qui m'a demandé de me sacrifier, mais ça me suffit. Car mon père, c'est celui qui m'a donné la vie avec ma défunte maman, Al-Hajja Khadija Rabbi yarhamha. Et vous savez, malgré toutes les faiblesses qui étaient les miennes en 2013 lorsque je me suis engagé dans la vie politique algérienne, j'avais aussi des forces. La première des forces, c'est que je suis un Algérien de la diversité, de la pluralité des cultures. Ma mère est d'origine berbère, mon père d'origine arabe. En clair, berbérophone d'un côté, arabophone de l'autre, car nous sommes 100% amazirs en Algérie, mais nous sommes majoritairement musulmans, et c'est ça qui compte, à la fois l'amazérité et l'islamité. L'arabité n'est qu'une dimension culturelle. Et j'étais le premier à saluer le peuple algérien avec cette formule qui a été reprise depuis par pratiquement tout le monde,
Salam alaikum, Azul Fellaoun. À l'époque, les gens ne comprenaient pas. Mais mon souci premier, et qui est toujours le mien aujourd'hui, c'est l'unité du peuple algérien. Quand je dis Salam alaikum et Azul Fellaoun, je veux montrer que personne ne pourra nous diviser. Et si j'ai choisi la ville de Khanchla pour entamer ma première marche pour un changement pacifique en Algérie, c'était le 1er novembre 2014, et je tiens à remercier les 5 personnes avec qui j'avais marché ce jour-là, 669 km de Khanchla jusqu'à Alger. C'était pour montrer que le changement en Algérie ne se fera que de manière pacifique et inlassablement. J'ai répété depuis ces 12 années que notre démarche était pacifique, démocratique, légale et civilisée. Car le peuple algérien a trop souffert des violences de la décennie noire, a trop souffert de ce qui s'est passé chez nos voisins, en Tunisie, en Libye, en Syrie, en Irak, au Soudan. Et il était donc vital pour moi, pour les militants que je tiens à remercier, de répéter inlassablement ces 4 valeurs de pacifisme, de démocratie, de légalité et de civilisation. Sans ces valeurs cardinales, il ne pourra jamais y avoir un changement pacifique en Algérie. Je suis très fier de cet engagement que j'ai mené depuis ces 12 longues années. Bien sûr, j'ai fait des erreurs. Qui ne fait pas des erreurs? Et je tiens à présenter mes excuses, à demander pardon à celles et ceux qui ont été heurtés par ma déclaration, par ma façon de faire, par la méthode politique que j'avais apportée, qui était nouvelle en Algérie. Vous savez que j'étais le premier à utiliser les vidéos Facebook pour faire passer mes messages politiques. C'était nouveau à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude. À l'époque aussi, j'avais un arabe, un langage dialectal extrêmement pauvre, car je ne voulais pas parler exclusivement en français aux Algériens, parce que je savais que 90% n'allaient pas me comprendre. Donc j'ai fait l'effort de m'adresser à eux avec ce langage paysan, qui est le langage de mes parents, car mes parents étaient des paysans. Mes parents étaient analphabètes. Ils n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, car ils font partie de la génération des indigènes, des colonisés. Rappelons-le, et mes parents en sont l'illustration la plus parfaite, la France n'a pas donné la chance à mes parents, à vos parents, d'apprendre à lire et à écrire. Car la France coloniale, lorsqu'elle est arrivée en 1830, avec ses 35 000 soldats et marins, elle a détruit toutes les écoles coraniques en Algérie. 90% des Algériens savaient lire et écrire en 1830, lorsque la France coloniale a été chassée en 1962, 90 à 95% ne savaient ni lire, ni écrire, et mes parents, Rabbi yarhamou, m'en faisaient partie. Donc, lorsque j'entends la classe politique française parler des bienfaits de la colonisation, il suffit simplement de voir dans quel état de délabrement culturel, intellectuel, elle a laissé 9 millions d'Algériens pour se rendre compte de l'absurdité, de l'insulte, de la gravité de tels propos. Sans parler des 5,5 millions d'Algériens qui sont morts à cause de la guerre, de la famine, des expropriations et des maladies que le colonisateur français a apportées dans ses bagages en 1830. Vous savez que ce phénomène de colonisation a touché toute l'Afrique, toute l'Amérique. Prenons l'exemple du Congo, le fameux Congo belge. Hannah Arendt, la grande philosophe américaine d'origine allemande et de culture hébraïque, a évalué à 8 à 32 millions de morts le coût de la colonisation au Congo belge, l'actuelle RDC, République démocratique du Congo. Et cette même Hannah Arendt a évalué à 30 à 100 millions de morts depuis le XVe siècle, de morts indiens.
Voilà le coût humain, civilisationnel, culturel, intellectuel, économique de la colonisation dont certains chantres d'extrême droite et de droite ne cessent de vanter les mérites, mais je tiens à m'inscrire en faux par rapport à ces déclarations non seulement hasardeuses, fausses, mais humiliantes et indignes d'un pays qui se réclame être le pays de lumière. Donc oui, nous, enfants de parents analphabètes, nous avons eu la chance en France, car je suis né en France, d'aller à l'école de la République. Mais cette République française a toujours dit qu'en France, tous les citoyens étaient égaux. Mais cette même République a légiféré, a institutionnalisé l'inégalité radicale dans tous les départements d'outre-mer ou dans toutes les colonies qu'elle a colonisées. Telle est la contradiction fondamentale de cette République impériale qui reconnaît l'égalité à l'intérieur des frontières de la République, mais qui institutionnalise l'indigénat, l'inégalité, le travail forcé dans les colonies, dans les territoires qu'elle a soumis, brisés, détruits, humiliés et indigénés. Voilà cette contradiction que certains n'arrivent pas à comprendre quand ils parlent de France. Car comme je l'ai rappelé dans une précédente vidéo, la France, c'est comme Janus, le dieu Janus. Il y a le côté pile, il y a le côté face. Pile, c'est les lumières, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, à l'intérieur du pays. Et face, c'est l'injustice, la discrimination, la ségrégation, l'humiliation. Et c'est ce qui se passe à l'extérieur de la République. Il suffit simplement de lire les 45 opérations militaires de l'armée française, des mercenaires français, des barbouzes français en Afrique depuis 1960. La France, à l'étranger, ne recule devant rien. Coup d'État, assassinat ciblé, expropriation des richesses, des terres, des mines. La France de l'étranger ne recule devant rien. Et il suffit de voir ce qui se passe en ce moment avec cette campagne médiatique, diplomatique, politique, intellectuelle continue, matin, midi et soir contre notre pays, l'Algérie, et contre notre président. Car je le dis, je le répète et je l'assume, M. Abdelmajid Tebboune, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, lorsqu'on est démocrate, nous devons reconnaître que c'est le président et de l'Algérie et de tous les Algériens, quand bien même 49,99% des Algériens n'auraient pas voté pour lui. C'est ça la règle démocratique que chacun de nous doit respecter. Il y a à peu près 45% d'Américains qui n'ont pas voté pour Trump, mais pour tous les Américains, Trump est le nouveau président américain. Il y a, comme vous le savez, à peu près 45% des Français qui n'ont pas voté pour Macron, mais Macron, malgré tous ses défauts, est le président et de la France et de tous les Français. C'est ça la règle démocratique. Cela fait partie de la culture démocratique qui nous manque en Algérie. Car dans notre pays, nous confondons opposition. On peut s'opposer à un programme du gouvernement, d'un parti politique, mais cela ne veut pas dire que nous sommes des traîtres à ceux à l'endroit desquels nous exprimons une forme d'opposition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vois qu'il y a une immaturité parmi les opposants algériens, notamment ceux qui sont à l'étranger. Ils confondent s'opposer à un programme gouvernemental avec s'opposer à l'Algérie. Lorsque notre pays est en danger, lorsque notre pays est attaqué, nous devons faire un front commun avec notre pays, avec notre État et avec ceux qui dirigent actuellement l'Algérie. Ensuite, lorsque la menace se sera éloignée, à ce moment-là,
nous pourrons à nouveau entrer dans une logique d'opposition politique, intellectuelle et programmatique. Mais il ne faut pas prendre le parti de l'ennemi lorsque notre propre pays est en danger. Et c'est le sens de mes déclarations, c'est le sens de ma position politique depuis 2 mois où j'essaye à chaque fois, avec une démarche pédagogique, intellectuelle, diplomatique et historique, d'éclairer l'opinion publique à la fois algérienne et internationale, de façon à ce que chacun de nous puisse se situer dans une ligne à la fois patriotique, responsable et surtout prospectiviste. Car ce qui m'intéresse en tant que citoyen algérien, de père et de mère, qui a renoncé à sa nationalité française en juillet-août 2013, c'est d'offrir une alternative à la fois responsable, crédible et possible. Mon objectif a été et sera toujours la consolidation d'une démocratie en Algérie et la mise en place d'un état de droit avec celles et ceux qui seront dans une logique constructive pour essayer d'aider notre pays à surmonter un certain nombre d'obstacles que vous connaissez. Nous voyons bien que depuis quelques années, la boussole politique algérienne s'est un peu égarée. Mais il y a quand même des hommes, des femmes, qui œuvrent chaque jour pour consolider notre pays, pour faire respecter notre pays à l'étranger et pour essayer d'améliorer la situation économique et sociale. Bien sûr, il y a des imperfections. Dans tous les pays du monde, il y a des imperfections. Mais ce n'est pas avec des critiques radicales et stériles que nous réussirons à surmonter l'ensemble de ces obstacles. C'est pourquoi, aujourd'hui, jour important, car je suis à nouveau un citoyen autorisé à m'exprimer sur la vie politique intérieure algérienne, je lance un appel à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'étranger, pour que nous fassions un front commun pour défendre notre pays des menaces qui sont là. Elles sont visibles, on peut les lire, on peut les entendre, on peut les voir. Nous voyons bien que la France aujourd'hui a décidé, après 63 années, de tout mettre en place pour renverser non pas simplement le régime algérien, mais pour cibler en particulier le président algérien, Si Abdelmajid Tebboune. Et on le voit bien, c'est lui qui est visé dans cette campagne diabolique, machiavélique, humiliante, à travers l'ensemble des prises de position des hommes politiques, des diplomates, des juges, des intellectuels et des journalistes français. Vous le savez aussi bien que moi, que la particularité du peuple algérien, c'est d'avoir ce qu'on appelle une fierté NIF. Croyez-vous, sérieusement, qu'un homme d'État, un président de la République, qui est sali, humilié par la classe politique, diplomatique, médiatique, intellectuelle française, va demain pardonner et renouer un dialogue avec celles et ceux qui le considèrent comme jadis des indigènes? Non. Et la France sait ce qu'elle fait. La France, lorsqu'elle met en place un rouleau compresseur, elle va jusqu'au bout. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une crise à laquelle nous assistons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. C'est une véritable guerre contre l'Algérie en tant qu'État, contre l'Algérie en tant que puissance, puissance à la fois diplomatique, car nous sommes présents au Conseil de sécurité des Nations Unies, puissance économique, énergétique, car, comme vous le savez, notre pays recèle des gisements de gaz et de pétrole extraordinaires, et c'est ce qui a justifié la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, car la France ne voulait pas abandonner ses formidables ressources naturelles. Mais c'est une guerre aussi contre l'Algérie en tant que peuple. Vous voyez comment
Les Français humilient le citoyen algérien en le traitant parfois de clandestin, de sans-papier, d'OQTF, de résident ou de Français de papier. Il y a aujourd'hui une volonté guerrière contre l'Algérie, aussi bien en tant que pays qu'en tant que peuple. Et je tiens à lancer un message à ces Algériens, cette catégorie d'Algériens très spécifique qui prennent le parti de la France. Car de tout temps, lorsque nous sommes en période de guerre, il y a ce qu'on appelle une cinquième colonne qui prend toujours le parti de l'ennemi. Moi qui suis né en France, moi qui étais à l'école de la République française, moi qui suis diplômé d'une université française, je suis extrêmement lucide sur les intentions de l'État français, sur les intentions de l'intelligentsia française. Et contrairement à ceux qui ont fait leurs études en Algérie, je n'ai aucun complexe. Je maîtrise parfaitement la langue française, je maîtrise parfaitement les éléments politiques, diplomatiques, ce qu'on appelle les éléments de langage, et je maîtrise parfaitement les codes et les insinuations de cette intelligentsia française qui aujourd'hui, et je le dis haut et fort, a décidé de détruire l'Algérie. Je le répète, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Et si nous ne nous préparons pas à cette guerre que la France a déclarée contre notre pays, nous risquons demain d'être détruits, comme la Libye a été détruite par Sarkozy en 2011, comme l'Irak a été détruite par Bush en 91, père, et en 2003 par Bush fils, ou comme le Soudan a été détruit en étant divisé en deux, le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, ou comme la Syrie a été détruite. Soyons extrêmement vigilants, car rien n'est acquis. Ma formation d'historien m'a appris que rien ne dure, les frontières ne sont pas éternelles, les États ne sont pas éternels non plus. Regardez, où sont les empires omeyyades, abbassides, almoravides, almohades, fatimides? Tous ont été détruits par des forces étrangères, aidées par des forces intérieures. Souvenez-vous de Bagdad avant 1258. Bagdad était la ville la plus riche, la plus belle, la plus civilisée au monde avant l'invasion mongole de 1258, où il y a eu 1 million de morts déjà en 1258. Et 7 siècles et demi après, en 1990 à 2003, à nouveau 1 million de morts. C'était la capitale du fameux empire abbasside. Et Damas, en Syrie, c'était la capitale du fameux empire omeyyade, les mêmes omeyyades qui avaient réussi à conquérir l'Espagne et à faire briller la civilisation arabo-musulmane en Europe pendant 781 années. Tout ça a disparu. Pourquoi? Car, prenons le cas de l'Espagne musulmane, les Arabes et les Berbères se sont entre eux déchirés. Les Arabes contrôlaient le pouvoir politique, les Berbères contrôlaient le pouvoir militaire, et leurs dissensions, leurs conflits ont permis à la Reconquista catholique de reprendre année par année des territoires jusqu'à l'expulsion définitive du dernier émir de Grenade en 1492, suivi pratiquement 118 ans plus tard, en 1609, par l'expulsion définitive des Arabes, des Berbères musulmans d'Espagne. Celui qui ne connaît pas son histoire ne peut ni comprendre le présent, ni se projeter dans l'avenir. Et c'est cette connaissance multiple, internationale, que j'ai acquise durant ces 53 longues années. Je sais que
ce n'est pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, mais je crois aujourd'hui que je peux apporter un éclairage nouveau, une expérience enrichissante pour notre pays. Et c'est pourquoi, pour finir cette vidéo, je vous dis simplement merci et que je suis à la disposition du peuple algérien, à la disposition de l'État algérien pour l'aider à surmonter cette crise et à triompher de nos ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarhamou shuhada inshallah.